Le secrétaire de Pete Hegseth a déclaré aujourd'hui que dans les prochains jours, une décision sera prise et elle sera décisive dans la guerre contre l'Iran. Les États-Unis vont-ils envahir l'Iran ? C'est la question que tout le monde se pose. Aujourd'hui, je vais te donner une réponse que la plupart des chaînes ne peuvent pas fournir. Parce que la vérité, eh bien, elle est plus compliquée, plus dangereuse et plus fascinante que n'importe quel titre que tu as lu jusqu'à présent. Pendant que tu regardes cette vidéo, la 31e force des Marines est déjà en train d'arriver dans le golfe Persique. Un groupe de combat, composé de navires de guerre et de milliers de soldats. La 82e division aéroportée, la force la plus rapide de la planète, embarque en ce moment. Et la 11e force des Marines arrive juste derrière. Au total, plus de 7000 soldats d'élite se dirigent vers le même point. Les cibles sont déjà identifiées. Les ordres sont prêts. Et il y a un délai. 6 avril 2026. Quand ce délai arrivera, tout changera. Alors, pourquoi les États-Unis n'ont-ils pas encore appuyé sur la gâchette ? Pour comprendre ce qui se passe, vous devez connaître ces trois forces. Non seulement ce qu'elles sont, mais aussi ce que cela signifie lorsqu'elles apparaissent ensemble au même endroit, au même moment. La 82e division aéroportée est, sans exagérer, l'unité de réaction la plus rapide de l'armée américaine. Lorsqu'une crise éclate n'importe où dans le monde, c'est elle qui intervient en premier. Ces parachutistes sont entraînés à atterrir en territoire ennemi, sans avertissement, sans base de soutien, en moins de 18 heures. Ils l'ont déjà fait lors de la Seconde Guerre mondiale, en Irak, Afghanistan et Panama. La division entière compte près de 20 000 soldats, mais c'est la force dite de réponse immédiate qui peut se déplacer en quelques heures lorsque l'ordre arrive. Et en mars 2026, l'ordre est arrivé. Mais la 82e n'y va pas seule. Elle sera renforcée par 2 unités de Marines. Des groupes hautement entraînés qui se spécialisent dans les assauts par mer et par air. La première est partie du Japon le 13 mars, a traversé la moitié de l'océan et arrive déjà dans la région. Elle voyage à bord d'un énorme navire de guerre américain, si grand qu'il peut servir de porte-avions. La deuxième est partie de Californie quelques jours plus tard, à bord d'un autre navire tout aussi puissant. Elle est en route. Ensemble, ces deux forces totalisent plus de 4500 soldats, avec des hélicoptères, des véhicules amphibies, de l'artillerie et de l'aviation. Environ 7000 soldats d'élite se déplacent vers le même point. Et ici, il y a un détail très important que vous devez savoir. Voyez-vous, il est extrêmement rare que les États-Unis envoient 2 groupes de cette taille en même temps dans la même région. L'ancien secrétaire adjoint à la défense américain, Mick Mulroy, a déclaré publiquement que cela indique que quelque chose de plus important est en cours, et que quelqu'un prévoit de faire quelque chose avec ses unités et a besoin des 2. Mais alors, une question se pose. Faire quoi exactement ? Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que tous les regards, américains, iraniens, chinois et russes, sont tournés vers le même endroit. Une petite île, pratiquement inconnue du monde, qui pourrait être la clé pour mettre fin à ce conflit. Ou pour en faire quelque chose de bien plus grand. Son nom est Kharg, une île de corail de seulement 22 km², plus petite que beaucoup de quartiers de nos grandes villes, moins de 20 000 habitants, pas de plage touristique. C'est un endroit où l'histoire ancienne et le pétrole qui vaut des milliards coexistent côte à côte. Et, en ce moment, c'est probablement le morceau de terre le plus stratégique de la planète. La raison est simple. 90% de tout le pétrole que l'Iran exporte y passe. Chaque jour, l'île brasse plus de 115 millions de dollars grâce au pétrole. 10 superpétroliers peuvent charger en même temps.
Les eaux profondes autour permettent à ces géants d'accoster, ce que la majeure partie de la côte iranienne ne permet tout simplement pas. En 2024, les exportations de pétrole représentaient 57% de tous les revenus que l'Iran a tirés de ses exportations. 57% provenant d'une île de 22 km². Donc celui qui contrôle Karg contrôle l'argent du régime iranien. La logique américaine est simple. Prendre cette île signifie couper plus de la moitié des revenus de l'Iran. Sans cet argent, selon les spécialistes, le régime connaîtrait de graves difficultés financières en quelques mois. Mais voici le fait qui va te surprendre, et que la plupart des chaînes ne te disent pas. Avec le pétrole à plus de 120 $ le baril, à cause de la guerre elle-même, l'Iran gagne plus d'argent maintenant qu'avant le début du conflit. Les recettes quotidiennes du pétrole sont passées de 115 millions à environ 139 millions de $. Le régime a créé une crise énergétique mondiale. Et il en profite. Cela explique en partie pourquoi l'Iran n'est pas pressé de négocier. L'Iran le sait. Et il agit. Ces derniers jours, des images obtenues par les services de renseignement américains montrent que l'Iran renforce Karg à un rythme accéléré. Des mines qui explosent au contact des soldats ou des véhicules sont en train d'être enterrées sur les plages. Précisément là où un débarquement américain devrait avoir lieu. Des systèmes de défense aérienne ont été repositionnés. Davantage de soldats sont arrivés sur l'île. Le porte-parole du Parlement iranien a été direct. Nous surveillons de près tous les mouvements américains dans la région. Ne mettez pas à l'épreuve notre détermination à défendre notre territoire. Mais il y a un énorme problème pour l'Iran dans cette défense. Le 13 mars, les États-Unis avaient déjà détruit pratiquement toute la structure militaire d'origine de l'île. Dépôts de missiles, dépôts de mines, système de défense aérienne, un hangar pour hélicoptères, la tour de contrôle de l'aéroport. Ce que l'Iran construit maintenant est improvisé, fait à la hâte avec ce qui reste après les attaques. Et il existe un risque que l'Iran ne prendra probablement pas, mais qui est envisagé, incendier ses propres installations pétrolières avant l'arrivée des Américains. Détruire ce que l'ennemi veut conquérir. Exactement ce que Saddam Hussein a fait aux champs pétrolifères du Koweït en 1991. Mais cela détruirait aussi la principale source de revenus du régime lui-même pendant des années. C'est une option extrême. C'est possible, mais le prix à payer serait bien trop élevé. L'Iran a eu des semaines pour prendre une décision. Ouvrir le détroit et négocier. Ou affronter le niveau suivant. Il a choisi d'attendre. Et maintenant, eh bien le niveau suivant arrive, littéralement, par la mer. Mais alors, qu'est-ce que les États-Unis vont vraiment faire? Avec toute cette puissance, regardez. Il existe 4 scénarios concrets que des experts militaires et d'anciens commandants discutent ouvertement, et chacun d'entre eux a des conséquences complètement différentes. Le premier scénario est le plus évoqué, prendre Karg. Et dans ce scénario, l'opération elle-même serait relativement rapide. L'ancien commandant des forces américaines au Moyen-Orient, le général Joseph Votel, a déclaré publiquement qu'il suffirait de 800 à 1000 soldats pour capturer l'île. Imaginez la scène, des parachutistes sautant à l'aube sur les points les plus élevés de Karg, pendant que des hélicoptères déposent des marines sur les plages. Les soldats iraniens qui auraient survécu aux attaques précédentes, avec leur défense improvisée et sans communication avec le continent, n'auraient aucun moyen de résister longtemps. Mais le vrai problème n'est pas de prendre Karg, c'est d'y rester. L'île se trouve à seulement 25 km de la côte iranienne. La base américaine la plus proche se trouve à plus de 200 km. Cela signifie que toute force occupant Karg sera constamment sous la menace de drones, de missiles et de vedettes d'attaque venant de la côte iranienne. Il est très probable que les Iraniens lanceront des attaques massives avec des drones, des bateaux chargés d'explosifs et des missiles contre toute force tentant de contrôler l'île,
Et chaque mission pour apporter de la nourriture, des munitions et des renforts devrait parcourir plus de 200 km et serait une cible potentielle. La prendre est relativement simple. Tenir, c'est là que la guerre commence vraiment. Le deuxième scénario ignore complètement Karg et va directement au cœur du problème du détroit d'Ormuz. L'idée est de détruire les points à partir desquels l'Iran contrôle le détroit. Le long des quelques 170 km de côte iranienne qui bordent le détroit, il existe des bases cachées, des lanceurs de missiles mobiles et de petits ports que l'Iran utilise pour lancer des drones, des missiles et des bateaux d'attaque. Les marines pourraient débarquer à ces endroits. Les parachutistes pourraient être largués à des positions stratégiques. L'objectif ne serait pas d'occuper le territoire, mais de détruire la capacité de l'Iran à continuer de bloquer le passage des navires. Et voici un détail que très peu de gens connaissent, et qui est difficile à croire. En septembre 2025, les États-Unis ont désarmé leurs 4 derniers navires chasseurs de mines dédiés au golfe Persique. 5 mois plus tard, l'Iran a commencé à miner le détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont supprimé l'outil dont ils auraient actuellement le plus besoin, avant même d'en avoir besoin. Cela ne signifie pas que les Américains sont sans réponse, mais cela explique pourquoi rouvrir le détroit est bien plus compliqué que d'envoyer simplement des navires de guerre. Et ici, il y a aussi une île dont peu de gens parlent. Elle s'appelle Keshm. Keshm, c'est la plus grande île du golfe Persique. C'est aussi une destination touristique, mais sous tout cela, enfouie jusqu'à 500 mètres de profondeur dans la roche. Selon les déclarations du régime iranien lui-même, il existe ce que les militaires appellent une ville de missiles, un immense réseau de tunnels avec des rails internes, où l'Iran stocke et lance les missiles qui rendent le détroit impossible à traverser pour les navires commerciaux. Prendre Keshm signifierait détruire cette capacité à la racine, mais cela signifie aussi combattre dans un terrain que les Iraniens connaissent de l'intérieur, littéralement. Le troisième scénario est plus silencieux, mais non moins dangereux. De petits groupes de soldats spécialisés agissant à l'intérieur de l'Iran. Des missions ciblées pour détruire des systèmes radars, capturer ou éliminer des commandants militaires et affaiblir encore davantage la capacité du régime à coordonner ses attaques. Un ancien officier israélien a déclaré publiquement que cette approche est tout à fait réalisable. Entrer, capturer une cible spécifique, détruire un radar iranien, sortir, c'est l'option qui laisse le moins de traces aux yeux du public. Mais avez-vous déjà pensé que ce scénario pourrait être exactement ce qui se passe déjà en ce moment, loin des caméras? Et puis il y a le quatrième scénario, le plus ambitieux, le plus risqué, et celui qui a les plus grandes conséquences pour le monde entier. L'uranium. L'Iran possède un énorme stock d'uranium enrichi, le matériau nécessaire pour fabriquer une bombe nucléaire. Ce processus d'enrichissement de l'uranium jusqu'au niveau nécessaire pour une bombe est long et difficile. Et l'Iran a déjà accompli 99% de ce processus d'enrichissement. Il ne reste plus que la dernière étape pour obtenir une quantité suffisante de matière pour une arme. La principale installation se trouve à Fordow, enfouie dans une montagne près de la ville de Qom, et elle n'a pas été détruite lors des attaques précédentes. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a déclaré lors d'une réunion au Congrès, selon ses propres mots, « Les gens devront aller là-bas et récupérer ce matériel ». Une opération visant à retirer ou à détruire cet uranium nécessiterait entre 1000 et 4000 soldats, opérant à l'intérieur de l'Iran pendant plusieurs jours, à des centaines de kilomètres de tout soutien. C'est le scénario le plus complexe de tous, et c'est celui qui changerait le plus les règles du jeu au Moyen-Orient. 4 scénarios. 4 façons différentes pour que l'histoire change complètement. Et, pendant que les experts débattent de celui qui va se produire, une autre guerre est en cours, silencieuse, contradictoire et peut-être plus décisive que n'importe quelle opération militaire. La diplomatie. Trump dit que les négociations sont en cours. Les deux pays ont trouvé un accord sur 15 points.
que l'Iran tient vraiment à conclure un accord. L'Iran affirme qu'il n'est pas en train de négocier, que les États-Unis parlent tout seuls, qu'il n'y a rien à discuter. Mais une source iranienne a déclaré à CNN qu'il existe bien un contact entre les deux pays et que l'Iran est prêt à écouter des propositions. Au final, qui a raison ? Probablement les deux, car au sein même du gouvernement iranien, différents groupes disent des choses différentes. La direction est fragmentée, et au centre de tout cela, il y a un homme que presque personne n'a vu depuis qu'il a pris le pouvoir. Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême de l'Iran, qui depuis sa nomination en mars, a pratiquement disparu. Aucune apparition publique, seulement une déclaration écrite lue par un présentateur de la télévision d'État. Il y a des rapports selon lesquels il aurait été blessé lors de l'attaque du 28 février. Personne ne sait vraiment qui prend réellement les décisions de l'autre côté. Et c'est ici que nous revenons à la date limite que nous avons mentionnée au début. Le 6 avril 2026. Trump a donné un ultimatum. Si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert d'ici cette date, les États-Unis détruiront toute l'infrastructure énergétique civile de l'Iran. Centrales électriques, raffineries de pétrole et réseaux de distribution. L'Iran a répondu que, si cela arrivait, il détruirait de façon permanente l'infrastructure énergétique de toute la région. 2 ultimatums. Une fenêtre de quelques jours et environ 7000 soldats américains qui arrivent. Nous revenons donc à la question initiale. Les États-Unis vont-ils envahir l'Iran ? La réponse honnête est probablement pas de la façon dont la plupart des gens l'imaginent. Une invasion totale, avec des centaines de milliers de soldats prenant des villes et renversant le régime par la force brute. Ce scénario est hors de question avec la force qui arrive. Ce qui se dirige vers le Golfe est quelque chose de plus petit, plus précis, conçu pour des objectifs spécifiques et limités. Mais qu'en est-il des opérations militaires sur le territoire iranien ? La prise d'îles stratégiques ? Extraction d'uranium ? Des soldats spécialisés opérant à l'intérieur du pays ? Ce sont effectivement des scénarios qui sont activement planifiés. Les troupes sont en route. Les ordres sont écrits. Et tu sais ce qu'il y a de plus curieux dans cette histoire ? L'Iran a parié que les États-Unis ne viendraient pas. Il a parié que le coût politique serait trop élevé, que les négociations feraient gagner du temps, que le monde ferait pression pour une solution diplomatique. Et les États-Unis arrivent pour peut-être prouver que ce pari était une erreur. Et toi, qu'en penses-tu ? Avec l'échéance du 6 avril qui approche, les États-Unis vont-ils agir ou vont-ils prolonger les négociations une fois de plus ? Commente ci-dessous si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce qui se passe. Partage avec quelqu'un qui suit aussi le conflit. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, fais-le maintenant. Il y a encore beaucoup à venir. À la prochaine!